sommes dimanche 11 avril. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal magazine consacré à la rétrospective de la semaine. Et comme il est de coutume, je suis sur ce plateau avec Bernida Sitou. Bonsoir Bernida. Bonsoir Christy. Les résultats définitifs de l'élection du président de la République, scrutin du 17 et 21 mars dernier, ont été rendus publics cette semaine. Denis Sassou Nguesso a été réélu sans surprise au cours de cette élection, donc avec 88,40% des voix. Et puis nous ouvrons également notre page société pour parler des dégâts de la pluie, Christy, et du SOS de deux jeunes filles qui passent la nuit à la Belle Étoile depuis un temps non prescrit. Il y aura également du sport. La FECOFOOT a lancé un appel à candidature en vue de doter les sélections nationales A et A' d'un entraîneur. Cependant, au handball, les entraînements des joueuses locales qui prendront part à la 24e édition de la Cannes Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba ont été suspendus. Enfin, l'édito du jour portera sur les vaccins. Bonsoir à vous tous, une fois de plus, et bienvenue dans ce journal. La pluie ne constituera plus un cauchemar pour les populations et riverains de la rivière Thiémé dans le 5e arrondissement Wenzé, en proie à des nombreuses inondations les années antérieures. Le site a bénéficié des travaux de curage de cette rivière, travaux engagés par la société Razel. Cette opération a été amorcée il y a quelques jours et c'est ce que nous rapportent ici Irma Okondiou et Jean Jaurès Ekomba. Lancée voici 2 jours par la société Razel, l'opération de curage de la rivière Thiémé donne une lueur d'espoir à ces populations qui ont vécu pendant plusieurs années dans le calvaire, surtout lors de la saison pluvieuse. Se réveiller les pieds dans l'eau au quotidien avec le lit de cette rivière qui déborde suite à l'incivisme des populations qui ont rétréci la rivière Thiémé avec des constructions anarchiques et surtout en y jetant des ordures ménagères serrées bientôt dans les oubliettes. Mais pendant la pluie, surtout moi-même qui vous parle là, toute la parcelle est inondée quand il pleut. Les caniveaux qu'ils ont fait là, que Razer a fait, l'eau là descend en bas. Et tous les gens qui sont derrière, au bord de la Thiémé, tout le monde sont noyés. Un soulagement total. Parce que sans curer la Thiémé, parce que là ils vont prendre la deuxième phase pour maintenant de faire des canalisations de ce côté. S'ils ne font pas ça, vraiment nous allons souffrir. On va même fuir. Là je compte même déjà sortir d'ici. Je vais laisser les enfants, je vais sortir parce qu'avec l'âge là, contenir avec de l'eau là, je ne peux pas. Nous demandons juste aux autorités de nous aider si ils peuvent arranger la rivière, chercher quoi faire pour que la population puisse être dans des états vraiment normaux. Leur souhait serait que ces travaux amorcés puissent prendre fin dans le délai. Bon, là les gens se demandent, est-ce qu'ils vont curer seulement? Bon, sur la maquette qu'ils nous avaient montrée, il y avait les délais qui devraient passer. Est-ce que après ça, ils vont faire ça comme Madoukek? Bon, ça c'est le gouvernement qui décide. C'est pas nous. Soit disons c'est la Banque mondiale qui a financé. Nous on regarde ce qu'ils sont en train de faire. Notre souhait c'est de continuer à curer, comme ils ont dit qu'ils vont continuer, de continuer à finir et finir, au moins que ça va nous soulager un peu. Ça nous fait du bien. Parce que ça détruit vraiment de maisons. Si ces travaux vont aller vraiment rapide, ça sera une très très bonne chose. C'est un soulagement. S'ils pouvaient faire ça aussi dans d'autres rivières aussi, ça nous fera plaisir. Mais ils ne doivent pas commencer et puis s'arrêter en cours de chemin. Ils doivent continuer et continuer aussi à avoir les autres cours d'eau de la ville pour qu'il y ait quand même un bon assainissement. Cette bonne partie de la rivière curée fait la joie de ces enfants qui ont pris quartier pour des baignades. Il est de noter que ces travaux, qui seraient financés par la Banque mondiale, selon les informations recueillies sur place, doivent prendre en compte aussi le curage du pont de la Thiémé, mais surtout sa réhabilitation à l'image du pont de l'hôpital de référence de Talangaï dans le 6e arrondissement.
Aimé braquant nos projecteurs sur les marchés, Mati et Bouemba, le Zoom porte la signature de Léonie Tsoumou et Henri Mavambo. Nous sommes au marché Bouemba dans le 6e arrondissement Talangaï. Un marché qui est à la fois une gare routière. Des véhicules en provenance de la zone nord du pays y déchargent leurs marchandises. Plusieurs vendeurs des différents marchés de Brazzaville s'approvisionnent en poissons fumés, poissons salés, poissons d'eau douce, asperges, chenilles et bien d'autres produits. Des vendeurs de ce marché aussi. Seulement, les conditions d'hygiène inquiètent. Les aliments sont exposés à même le sol. On se demande si ce marché est réglementé par la municipalité. Au marché Mati, dans le 5e arrondissement Wenzé, même réalité. Un marché de référence lorsqu'il s'agit de s'approvisionner en foufou. Difficile de circuler dans ce marché qui venait d'intégrer ce nouveau site à cause de la boue. Les gestionnaires de ce marché nous ont même empêchés d'effectuer notre reportage sous prétexte qu'ils seraient en pourparlers avec les autorités municipales. Sur l'avenue des Chars, toujours dans le 5e arrondissement, quelques vendeurs de l'ex-marché Bouemba ont refait surface. À l'ex-marché Mati, sur l'avenue Reine Ngalifourou, dans le même arrondissement, les vendeurs d'igname exercent sans être inquiétés. L'impression qui se dégage est que le 5e arrondissement et le 6e arrondissement Talangaï battent le record en gare routière et marchés que nous pouvons qualifier de fortune, des marchés non réglementés par la municipalité. L'actualité de la semaine a été principalement marquée par la publication des résultats définitifs de l'élection du président de la République, scrutin du 17 et 21 mars 2021 par le président de la Cour constitutionnelle. Oui, Bernida, et sans surprise, c'est Denis Sassou Nguesso qui est passé haut les mains avec 88,40% de suffrages exprimés. On en parle avec Donna de Goma. Denis Sassou Nguesso, officiellement réélu président de la République. C'est ce qui ressort du délibéré de la Cour constitutionnelle qui a rendu public les résultats définitifs ce mardi. Électeurs 2 645 283. Votants 1 776 786. Bulletins nuls 35 008. Suffrages exprimés 1 741 778. Taux de participation 67%. Ont obtenu Sassou Nguesso Denis 1 539 725 voix, soit 88,40%. Kolela Guibris Parfait 138 561 voix, soit 7,96%. John Mathias 33 497 voix, soit 1,92%. Kinyumbi Kiambungu Joseph 10 718 voix, soit 0,62%. Mafoula Euphrem Dav 9 143 voix, soit 0,52%. Onyangi Albert 6 977 voix, soit 0,40%. Ngangia Ngambi Angios 3157 voix, soit 0,18%. Mais bien avant la publication définitive de ces résultats, l'assistance a eu droit à l'audience relative au contentieux de l'élection du président de la République, scrutin des 17 et 21 mars 2021. Au menu,
3 affaires. Le recours de Mathias Nzong contre Denis Sassou Nguesso, recours aux fins d'annulation et de report du premier tour de l'élection du président de la République. Ensuite, le recours de Yombi Opango Jean-Jacques Serge contre Denis Sassou Nguesso aux fins d'annulation et de report du premier tour de l'élection du président de la République des 17 et 21 mars 2021. Et enfin, la requête pour la même cause de Mozoma Christian. Après les plaidoiries des maîtres Jean-Philippe Esso, conseil de Yombi Opango Jean-Jacques Serge et celui de maître Emmanuel Oko, conseil de Denis Sassou Nguesso, le président de la Cour constitutionnelle a déclaré: la requête de M. John Mathias est irrecevable. Article 3. La requête de M. Mozoma Christian est irrecevable. Article 4. Le recours de M. Yombi Opango Jean-Jacques Serge est rejeté. C'est la semaine prochaine, sauf changement de calendrier, que le président de la République réélu va prêter serment. Suivez à présent les réactions des conseils de Yombi Opango Jean-Jacques Serge, à savoir maître Jean-Philippe Esso d'une part et du candidat Denis Sassou Nguesso, maître Emmanuel Oko d'autre part. Ils sont au micro de Doa de Goba et Arnaud Itoba. J'ai été mandaté pour représenter et défendre la cause du candidat déclaré selon les résultats du ministère de l'Intérieur, par conséquent, qui était déclaré provisoirement, donc élu selon les résultats provisoires, c'est le terme approprié, et c'était la bonne cause. Nous avons rempli notre mission. Nous avons fait tout ce qui était de notre possible avec les moyens que nous donne effectivement la loi pour faire triompher cette cause. Aujourd'hui, nous pensons que nous avons atteint le résultat, notre mission est donc accomplie. C'était la bonne cause, oui. Le constat que je fais, c'est que le problème de droit que j'ai posé, consistant à la perte juridique, à la perte de la personnalité juridique d'un candidat, reste entier. Vous avez suivi, on a prononcé les résultats obtenus par ce collègue-là en tant que candidat. Or, il est décédé. Il est décédé, donc il perd la qualité, le statut de candidat. Le problème reste entier sur ce problème-là, sur cette question. Dans la suite de ce 24/7, les travaux de réhabilitation des rues et avenues qui s'exécutent au quartier Mukundingwaka dans le cadre du projet d'URCAP avancent comme prévu à la grande satisfaction des populations. Le constat a été fait mardi dernier par Evrard Tikasumba. Autrefois dégradées, quelques avenues et ruelles de Mukundingwaka à Makelekele se sont donné une cure de jouvence et la circulation est désormais fluide. De l'avenue Bernard Tibambelela à l'avenue Fulgence Milandou, le pavage de ces artères a changé l'image des lieux. Œuvre du projet d'URCAP qui a réhabilité ces voiries. Même si beaucoup reste encore à faire dans certaines zones où l'on peut constater quelques déchets, jusqu'ici les populations apprécient favorablement le déroulement des travaux. J'aimerais féliciter ceux qui ont participé à cette construction de la voie et ensuite dire qu'ils puissent continuer comme ça et d'en faire aussi partout, un peu plus partout. Mais c'est un don de l'Union européenne. C'est un don, je suis très content pour ça. Il y a vraiment de l'amélioration parce que c'était vraiment rare de marcher comme ça. Et aujourd'hui, grâce à cette voie-là, on a accès à tout. Là, vous voyez même les véhicules passer, donc c'est vraiment une grâce pour moi. Le pavage, un véritable test comparativement au goudron qui se dégrade plus vite à en croire ses citoyens. Non, le pavé, c'est le goudron, ça détruit. Bon, nous sommes en Afrique, nous sommes au Congo. C'est maintenant que nous voyons cette pratique des pavés. Nous n'avons pas encore beaucoup d'expérience sur la pratique des pavés. C'est maintenant que c'est arrivé. Maintenant que, avec l'expérience,
nous allons voir qu'est-ce qui est durable entre les pavés. Mais déjà, pour le goudron, nous sommes déjà au courant. Le goudron, ce qui se passe au Congo, il faut des petites épaisseurs. Et avec les pluies, en tout cas, le goudron se dégrade très vite. Mais nous espérons qu'avec les pavés, ça ne va pas se dégrader plus vite. Pour rappel, à Brazzaville, le projet du RQAP est un projet qui concerne les quartiers Mukundingwaka à Makelekele et Sukisa du 5e arrondissement Wende. On va parler religion à présent. Débuté en Kamba en République démocratique du Congo, le mouvement kimbangiste également présent en République du Congo a totalisé le 6 avril dernier ses 100 ans d'existence. Bernida. Oui, Christy, à Brazzaville, ce centenaire a été célébré au cours d'un culte organisé au centre d'accueil du plateau des 15 ans. On en parle avec Auguste Bonazebi et Henri Mavambou. Venus de toutes les paroisses de Brazzaville, ce sont des fidèles kimbanguistes parés de leurs uniformes aux couleurs traditionnelles vert et blanc, qui ont convergé ce mardi vers le centre d'accueil kimbanguiste du plateau des 15 ans pour célébrer le centenaire de la fondation de leur église. En effet, c'est au matin du 6 avril 1921, à Kamba en RDC, que débuta le ministère de Simon Kimbangu, qui aujourd'hui totalise 100 ans et dont la renommée se répandit au-delà des frontières du Congo belge, l'actuel RDC. Pour replonger l'assistance dans la jeunesse du mouvement kimbanguiste, une pièce de théâtre a été jouée à cette occasion. Une célébration du centenaire au rythme des sons et des chants des choristes, des guitaristes, flûtistes, kimbanguistes qui ont rivalisé d'ardeur, suivi d'une parade de jeunes kimbanguistes. Le révérend pasteur Elion Sébastien, président délégué du Collège exécutif national par intérim, dresse le bilan de cette église centenaire au niveau de la République du Congo. Et aujourd'hui, vous voyez combien de œuvres réalisées. Les hôpitaux construits, des écoles, des temples, des centres agricoles, mais je peux citer que ça. Et ajouter aujourd'hui, les Kimbanguistes ont une écriture. L'écriture le mandome, l'écriture négro-africaine. Qui aujourd'hui, c'est-à-dire que le Kimbanguisme, c'est une nouvelle civilisation. De son côté, le pasteur Albert Samba a souligné que la célébration de ce centenaire met un terme au règne du diable, avant de s'interroger si chaque kimbanguiste est réellement délivré du péché. En République du Congo, l'église kimbanguiste est présente sur toute l'étendue du territoire national, avec un effectif de 30 000 fidèles, répartis sur 170 paroisses. Nous allons à présent ouvrir le chapitre dégâts de pluie de ce 24/7. On commence dans la rue Eco, dans le 6e arrondissement Talangaï, où des maisons ont été inondées pour certaines et englouties par le sable pour d'autres. Et c'est un constat de Léonie Soumou. Quartier Petit Chose, dans le 6e arrondissement, nous sommes dans la rue Eco. La pluie qui s'est abattue ce mercredi dans les premières heures de la matinée a encore fait des dégâts. Comme souvent, après la pluie, il faut quelques coups de pelle. Débordées, ces populations qui jusque-là se débrouillent avec les moyens du bord demandent un secours. Présentement là, nous sommes dans une situation grave. Si le sapeur-pompier peut nous venir en aide, parce que c'est un travail qui se fait manuellement. Et en faisant ça manuellement, ça risque de nous prendre beaucoup de temps. Parce qu'on a commencé à travailler depuis 5 heures. Jusqu'alors, nous sommes en train de travailler. Avec les mecs comme ça, là, je pense que s'il peut encore pleuvoir aujourd'hui, ça serait grave. On risquera peut-être de quitter les maisons et les... nous ne savons pas où elle est. Hein. Cette dame n'a pas pu se rendre au service à cause de ces dégâts.
Toute la maison est inondée. Je ne suis pas allée au service aujourd'hui. Les enfants ne sont pas aussi allés à l'école à cause de cette situation. Nous demandons à Maman Claudia de nous venir au secours, que les autorités nous aident. Non, loin de là, ce vieillard ne sait plus à quel saint se vouer. Il demande aux autorités compétentes de lui venir en aide. Regardez les conditions dans lesquelles nous vivons. Tous les documents importants sont mouillés, la parcelle inondée. Où puis-je encore aller à cet âge et avec toute cette charge, les enfants et les petits-fils? La pluie n'est plus la bienvenue dans plusieurs quartiers de Brazzaville. Certains habitants de la capitale auraient même empêché à Dame Pluie de tomber s'ils avaient bien ce pouvoir. Même sort dans le 5e arrondissement Wende où le pont de la Tiémé a été inondé mercredi. Une situation bien difficile pour les habitants qui sont aux alentours. Lorsqu'il pleut, pour traverser, c'est toute une gymnastique. Certains profitent de cette situation pour faire le commerce en transportant les populations au dos moyennant des sous. Christelle Ngakoso et Patrick Lié signent ce reportage. Difficile de traverser sur le pont de la Tiémé à Talangaï ce mercredi matin jusqu'à l'arrivée de notre équipe de reportage. Et pour cause, la pluie qui s'est abattue la nuit de mardi à mercredi a encore inondé ce pont pour la énième fois malgré les travaux de curage des caniveaux entrepris par la société Ragel. Le problème n'est toujours pas résolu et cela dérange la population environnante ainsi que les usagers. Dans de telles situations, certains habitants du quartier en profitent de se faire un peu des sous. Pour traverser, c'est toute une gymnastique. Les véhicules passent sans problème. Les piétons, eux, sont obligés de se faire aider par les motocyclistes, moyennant quelque chose. C'est la difficulté. Il faut la solution, mais regardez, on fait la solution. Passer comme ça, pour souffler comme ça, 100 francs. 100 francs. Bon, moi, je dis dans ma scène, pour arriver, je paye combien? Là, je prends encore le car parler en ville. Je paye combien? Mais oui, maman, on va ranger ça, mais il faut ranger, il faut creuser tout d'abord, il faut creuser. Les gens, il faut regarder comme ça à l'intérieur, les gens vivent là-bas. C'est un problème de l'État, c'est pas moi. Hein? Il faut regarder, les gens souffrent, maman. Hein? Pour traverser là, c'est difficilement. Pour arriver à l'embouteillage depuis Mikal, je sais comment. Si ce dernier s'est prêté à notre micro, d'autres par contre se sont abstenus. Bonjour papa. Oh, laisse, Ils sont fatigués de cette gymnastique car ce n'est pas pour la première fois que cela arrive. Outre la difficulté de traverser, il y a un autre problème à souligner, la construction anarchique des habitations le long de la rivière qui a contribué au rétrécissement de la rivière Tiémé. Ce phénomène a pour conséquence l'inondation des habitations se trouvant le long de la rivière comme en témoignent ces images. Le souhait de la population est que les travaux soient accélérés pour éviter la catastrophe. On a signalé de réelles difficultés de circulation sur l'avenue de l'unité africaine dite route Kombo-Mukondo après la pluie de mercredi dernier, Christine. Oui, Bernida, c'est une situation due au phénomène d'ensablement dont fait face cette avenue ces dernières années. Effectivement, mercredi, la circulation n'était pas fluide, précisément à l'arrêt de bus Triangle où le sable avait envahi la chaussée. Voyez tout cela dans ce reportage de Evra Atikasumba et Jean Jaurès Sekomba. C'est un spectacle désolant qu'ont vécu les populations du 4e et 9e arrondissement de Brazzaville ce mercredi matin, juste après la pluie. L'ensablement dû à la furie des eaux de pluie dans l'avenue Kombo-Mukondo à hauteur de l'arrêt de bus Triangle n'a pas facilité la circulation des personnes et des biens. Coupé en deux, et pour dévier la boue, les populations sont obligées de se faufiler à gauche ou à droite de l'avenue pour passer. Comme le malheur des uns fait le bonheur des autres, dit-on, les jeunes vaillants se font les sous pour assurer la traversée de quelques-uns en les transportant au dos. Ici au quartier Le Bled, c'est la panique totale. En tout cas, difficile à dire. Ça arrive, non? On est déjà habitué comme ça, que faire? On va dire quoi? On est obligé, hein? On est obligé. On est un peu en retard avec l'heure, les moyens sont devenus difficiles. C'est la pluie qui a causé ça.
Tout ça, c'est dû à la pluie. Ce que je peux dire sur les autorités, de prendre leur part de responsabilité et ils doivent veiller à la situation de la population. Il a fallu attendre l'expertise des agents de la mairie pour désensabler la voie. Très préoccupé, Bernard Batantou, administrateur maire du 4e arrondissement Mungali, que nous avons rencontré sur les lieux, rassure, déclarant que la situation est sous contrôle. Demander aux populations de ne pas spéculer, de ne pas interpréter diversement ce que nous sommes en train de vivre. C'est la nature, ce n'est pas nous qui commandons la nature. La nature a ses règles. Donc nous demandons à la population de garder sa sérénité, d'avoir confiance en l'expertise de la mairie de Brazzaville. C'est sûr qu'on trouvera une approche de solution. Jusqu'à notre départ, les engins de la mairie étaient toujours à la manœuvre. Mercredi, nous vous avons montré aussi ce reportage des 2 jeunes filles en situation de rue qui ont pris quartier depuis quelques mois dans une parcelle non encore construite au quartier Sadelmi à Mukondo. Les 2 infortunés affirment avoir perdu les traces de leurs parents et sans contrainte par la force des choses de vivre à la Belle Étoile. Un reportage de Théodore Balossa et Efrad Mungondo. Il s'agit de Djakessi Matondo, 20 ans, et de Bivunda Nzoussi, 18 ans, qui auraient été abandonnés par leurs parents, précisent quelques témoins, pour des raisons non encore élucidées. Ne sachant où aller, les 2 jeunes demoiselles ont choisi de vivre à l'angle de cet immeuble, à la Belle Étoile, voici bientôt 4 mois. Et je lui ai demandé pardon de son grande sœur, mais vous êtes ici, qui vous a mis ici? Oh non, c'est nous-mêmes seulement. Mais vous étiez où? Oh non, on était là-bas vers Calbutis. Ah, là-bas vous étiez chez qui? On était là chez le pasteur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Les pasteurs nous ont chassés, je ne veux plus vous voir ici encore. Donc allez-y, cherchez n'importe où, là où vous pouvez s'installer. S'agit-il de la non-assistance à personne en danger? Bon, tout que moi, je veux le mettre où? Moi aussi je loue. Bon, qu'est-ce que je veux faire? Donc, si peut-être il y a quelque chose, je lui donne. Auparavant, si la nuit, il était là-bas, à la véranda là-bas. Mais la maman là, dès qu'il était venu, la vu là-bas, disait que non, ici chez moi, vous ne pouvez pas rester ici. Peut-être il y a un problème, danger ici là, qui va être responsable. Donc allez-y vous débrouiller. Les 2 jeunes demoiselles aux abois affirment être de nationalité congolaise. Mais à entendre leur accent, elles seraient originaires de la RDC en provenance, selon elles-mêmes, du village Mandombe. La semaine qui vient de s'écouler, 2 bus de transport en commun sont entrés en collision. Bilan, 2 morts. L'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident de circulation. Le récit de Théodore Balossa. 2 morts, c'est le triste bilan de cet effroyable accident de circulation survenu dans la nuit de mardi à mercredi vers le lycée Thomas Sankara. Il s'agit de ces 2 bus YAS qui sont entrés en collision, l'un cherchant à dépasser l'autre sous le stress vraisemblablement du couvre-feu. Le bus, le numéro 240, descendait. C'est-à-dire qu'il y avait des freins lâchés. Maintenant, celui de l'autre côté, le bus qui est garé de l'autre côté, là, la 788 TP4. Voulait faire maintenant le dépassement. Et puis après, ils se sont rentrés en collision. Il y a eu maintenant 2 chauffeurs morts sur place. Des passagers, il y a eu un passager, une femme, je ne sais pas si elle est morte. Le seul conseil que je peux leur donner, c'est de vérifier, avant de rouler, il faut d'abord vérifier leurs freins. Et puis surtout, ils doivent rouler doucement aussi. D'importants dégâts matériels ont été déplorés au cours de cet accident qui a ôté la vie aux 2 chauffeurs morts sur le coup. Le commissaire central de Kibeliba et les sapeurs-pompiers ont dû faire flèche de tout bois pour évacuer les blessés vers le CHU de Brazzaville pour des soins appropriés. Les motocyclistes faisant le transport des personnes sur des motos dites Jakarta ont refait surface dans la ville capitale, malgré leur interdiction de circuler par le ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Bernida. Oui, Christine, nous ne vous en disons pas plus. Suivez plutôt ce constat fait jeudi dernier par Irma Okondiwu et Gingolo. Les motocyclistes communément appelés Jakarta reviennent en force sur le terrain. Malgré l'interdiction de cette activité par le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, suite aux nombreux accidents
et cas d'enlèvement constatés. Sur l'avenue de la Tchémé, ces motocyclistes sont bien visibles jusqu'au rond-point Mikalo. D'un pas sans Jakarta, vers eux, 2 voire 3 passagers, ceux au mépris des normes de sécurité. Cette situation est aggravée par le manque de casques de protection et de plaques d'immatriculation pour ces moyens de transport. Selon les informations glanées sur le terrain, cette activité génératrice de revenus, exercée en grande partie par les jeunes désœuvrés ou les diplômés sans emploi, leur procurerait une recette journalière d'environ 15 000 francs CFA à raison de 1 000 francs CFA la course, ce en fonction de la distance. En cas de difficulté de transport et d'embouteillage, ces moyens de transport sont beaucoup utilisés par les populations par rapport à leur rapidité pour vaincre l'embouteillage. L'un des tronçons de route conduisant au quartier La Base dans le 7e arrondissement Filou se dégrade jour après jour, Christine. Oui, Bernida, les usagers qui empruntent cette route pour se rendre à Mukondo ou vice-versa vivent le calvaire chaque jour qui passe. Suivez ce constat fait par Armel Christian Zinamioko et Odaris Tabira. Pas du tout facile de circuler sur l'avenue Serpenton, le camp Mariengwabi, d'IGPC, pour déboucher au rond-point Jacques Opango dans le 4e arrondissement de Brazzaville. Cette avenue qui devait servir de voie de détour entre l'avenue Ngamaba, tronçon, Moumi Mazala, présente de nids de poules, des étangs et des mares d'eau à ne pas en finir. Les usagers éprouvent d'énormes difficultés pour relier les deux extrémités. Les taxis ou taxibus qui l'empruntent le font à leur risque et péril. Il n'est pas rare de voir un véhicule immobilisé, moteur arrêté à cause du niveau des eaux ou complètement embourbé. À mi-chemin, cela devient complètement impraticable. Poussant les usagers à bifurquer dans les logements aux grandes dames de cette sexagénaire dont les cultures sont chaque fois ravagées. Des solutions sont attendues des pouvoirs publics pour qu'ils aménagent cette route stratégique. Naturellement, chez nous à l'armée, il y a aussi le génie matériel qui peut faire face. C'est le chef, le grand chef là-bas qui vont voir si ce mois-ci a lieu. Ils peuvent venir travailler, enlever, en fait, rembler et tout. Ils font ça l'habitude, même dans le camp marié là, ils font ça. Mais si l'État aussi peut appuyer, c'est pas grave. Mais naturellement, c'est les grands chefs, c'est à eux de voir. Rembler tout, peut-être pour la population qui passe dans les bus, les déplacements pour aller au travail. Bon, tout le monde, hein, parce que nous aussi parfois on quitte loin, on vient au travail. Donc la voie, oui, c'est normal, c'est pour le bien de tout le monde. Les autorités civiles et même militaires sont ici sollicitées. En sport, le président de la Fédération congolaise de football a officiellement procédé cette semaine au lancement de l'appel international à candidature au poste de sélectionneur des Diables Rouges A et A'. C'était au cours d'un point de presse donné jeudi dernier au siège de la FECOFOOT en présence de Donald Goma et Henri Mavambou. C'est désormais officiel. L'appel international à candidature au poste de sélectionneur des sélections nationales A et A' a été lancé ce jeudi par le président de la Fédération congolaise de football. Après concertation avec le ministère des Sports, donc à partir d'aujourd'hui, la Fédération congolaise de football vient officiellement de remettre l'appel à candidature pour le sélectionneur de l'équipe nationale A. Ce que vous avez vu dans le net, c'était un document pour nous pas officiel. Et à ce jour, nous avons eu les propositions de la tutelle que nous avons intégrées dans le document officiel. Donc à ce jour, je vous annonce officiellement que le document appel à candidature est là. La date limite est fixée au 20 avril. Dans le document d'appel à candidature rendu public par le président Guy Blaise Mayolas, il est fait mention des missions assignées au nouveau patron des Diables Rouges A et A'.
Ce dernier devrait suivre les championnats locaux et étrangers en vue de la détection et de la sélection des joueurs locaux et de la diaspora. Définir, élaborer et animer le programme de la sélection en assurant le regroupement, l'encadrement et la participation des équipes A et A' aux échéances validées par la Fédération congolaise de football. Qualifier les Diables Rouges A à la Coupe du Monde Qatar 2022. Qualifier les Diables Rouges A' au CHAN 2022. Et enfin, qualifier les Diables Rouges A à la Coupe d'Afrique des Nations 2023. Au regard des échéances qui pointent à l'horizon, le nouveau patron des Diables Rouges aura vraisemblablement du pain sur la planche. Pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022, le Congo est logé dans le même groupe que le Sénégal, le Togo et la Namibie. Le football congolais est dos au mur. Il a pour obligation de vite rebondir après la honte subie en Guinée équatoriale, honte après leur élimination pour la Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2022. On va poursuivre ce journal, Bernida. Oui, Christy, à l'instar de l'université Marien-Ngouabi, les salles Confucius du CEG Gampo au Lilo du lycée de la Révolution ont été officiellement inaugurées vendredi dernier, Christy. Oui, c'était en présence du ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation, Anatole Koliné Makosso, ainsi que de l'ambassadeur de Chine au Congo, Mafouline. Suivez. C'est officiel. Les classes Confucius sont désormais ouvertes au collège Gampo au Lilo et au lycée de la Révolution. Objectif, permettre à la jeunesse congolaise de s'imprégner de la culture chinoise en commençant par l'apprentissage de la langue chinoise appelée le mandarin. En clair, la formation concernera un nombre précis d'élèves de Gampo au Lilou et du lycée de la Révolution, auxquels s'ajouteront d'autres apprenants externes qui aimeraient apprendre la langue chinoise. C'est pourquoi des experts chinois formeront les formateurs locaux qui, à leur tour, assureront la formation des élèves. La création de cette classe Confucius est, à n'en point douter, l'un des maillons forts de la coopération sino-congolaise en matière d'éducation. Nous avons signé un accord de jumelage entre le complexe lycée de la Révolution et les deux CG Gampo Lilo et Enan. Les classes Confucius, c'est des classes qui recevront des apprenants congolais depuis la 6e, même des apprenants externes, même ceux de vos âges, pour l'apprentissage de la langue chinoise. La date imminente d'ouverture, si on tient compte du calendrier de l'année scolaire, je suis sûr qu'en octobre, nous ouvrirons les classes de façon pratique. La cérémonie d'inauguration officielle de la classe Confucius s'est déroulée par visioconférence depuis la Chine. Elle a été supervisée à Brazzaville par le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, Anatole Koliné Makosso, et l'ambassadeur de Chine en poste au Congo, Mafouline, qui a fait également don de masques au ministère de l'enseignement primaire et secondaire dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. Réunis samedi en assemblée générale, la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement a décidé d'aller en grève à compter du mardi 13 avril. Si d'aventure, leurs revendications ne sont pas prises en compte par le gouvernement. Et plusieurs raisons ont motivé cette décision. Découvrons-les dans ce reportage de Vincent de Paul Koubemba. À compter du 13 avril prochain, les enseignants finalistes, bénévoles et prestataires membres de la coordination des diplômés des écoles professionnelles de l'enseignement vont observer une grève d'une semaine. C'est l'une des décisions émanant de cette coordination qui s'est réunie ce samedi à Brazzaville. La décision prise de manière unanime est la réponse à la léthargie observée du côté du gouvernement qui ne respecte pas ses engagements pris selon les finalistes. Depuis 7 mois, ces enseignants finalistes, bénévoles et prestataires évoluant dans les écoles publiques n'ont pas encore perçu leur bourse scolaire. Autre point examiné, le quota de recrutement alloué aux finalistes jugé insignifiant. Enfin, la non prise en compte des enseignants ayant atteint l'âge de 45 ans, bien qu'exerçant sur le terrain. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'avril. Et nous, les enseignants volontaires, signataires du protocole d'accord avec le gouvernement, on accuse 8 mois impayés de bourse. Et nous demandons au gouvernement de payer
les 8 mois impayés de bourse avant le mardi. Et avec les autres, on a dit, mardi 7 h, personne n'ira à l'école. Tous nous serions au trésor pour faire du bruit afin que le gouvernement puisse nous payer ce qu'il nous doit. Et en dehors de ça, on venait de traiter les dossiers de recrutement, campagne 2020-2021. On a constaté avec amertume que le quota alloué à l'enseignement de base, notamment primaire et le préscolaire, ça ne répond pas. On a affecté 2085 enseignants, mais on nous donne un quota de 487 places. On va prendre qui? On va laisser qui? Et pour éviter le chaos et sauver l'année scolaire, qui est déjà au 3e trimestre, le collectif en appelle à la responsabilité des pouvoirs publics. Les Diables Rouges Handball Senior Dames risquent d'entamer la semaine de l'IHF sans la présence des joueuses de la diaspora. Les joueuses de la diaspora ne peuvent venir prendre part au dernier regroupement par manque de billets, Bernida. Oui, Christy, à Brazzaville, les entraînements des joueuses locales ont été momentanément suspendus. Donald Goma a fait le constat au gymnase Henri Elende. Suivez. Ce samedi, au gymnase Henri Elende, c'est le désert. Les Diables Rouges Handball Senior Dames ne sont pas à leur lieu d'entraînement alors qu'elles sont censées y être. Selon certaines sources, elles ne se sont pas entraînées par manque de logistique. Entendu par là, pas d'eau ni de transport. Pour ne citer que ce strict minimum. Et la 3e et dernière édition du challenge Edith Lucie Bongo Ndimba, compétition qui fait honneur au Congo, avance déjà à pas de géant. Si l'on y prend garde, cette compétition pourrait accueillir une équipe des Diables Rouges qui viendrait juste pour faire de la figuration. Et pour cause, la préparation baromètre à travers lequel on peut se rassurer de la performance ou pas d'une équipe éprouve déjà toutes les peines du monde à se poursuivre inexorablement. Autre problème qui plonge les amoureux de la petite balle dans une désolation sans précédent, le 2e et dernier regroupement des Diables Rouges avec la diaspora en vue de la semaine de l'IHF du 11 au 21 avril qui risque de ne plus avoir lieu. Les 9 joueuses de la diaspora, déjà libérées par leurs clubs respectifs en France afin de rejoindre celles du pays, sont toujours en attente des titres de transport. La joueuse Ngavuka, Lézy Bruxellia, que nous avons joint au téléphone, a exhorté le gouvernement de la République à diligenter la situation. Il y a aussi nos clubs ici en France qui nous ont quand même libérés, qui ont accepté qu'on puisse venir faire un stage au Congo pour pouvoir servir notre pays. Et voilà, jusqu'à maintenant, on n'a pas de billets. Et ça fait de la peine. Ça fait de la peine pour voir, genre, moi en France ici, je joue avec des filles qui sont en équipe nationale de la RDC, le Sénégal et la Guinée. Elles, mes coéquipières, elles sont en plein, là je vous parle, là, elles sont en train de faire des stages pour se préparer à la CAN qui doit se dérouler du 8 au 18 juin 2021 au Cameroun. Donc ça fait quand même de la peine pour voir un pays comme le Congo qui aime le sport, un pays comme le Congo qui a toujours poussé ses sportifs en avant. Ça fait quand même, ça fait mal au cœur de voir que nous, les filles de la diaspora, on n'a pas cette possibilité de venir rejoindre nos coéquipières au Congo et de faire des stages pour pouvoir faire bons résultats au Cameroun. Donc voilà, je voulais juste parler, tirer l'attention à nos dirigeants, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre des Sports, s'il vous plaît, faites en sorte qu'on puisse venir faire nos stages. Il faut que vous puissiez nous donner les moyens à la hauteur de notre détermination et de notre volonté à représenter notre nation. Avec une préparation chaotique, voire bâclée, on aura tout de même l'audace d'exiger les résultats. C'est bien dommage. Le directeur technique national déplore cette situation. Ce dernier pense que le non-respect du programme de la Fédération congolaise de football, de handball, risque de compromettre les chances des Diables Rouges à la 24e Coupe d'Afrique des Nations Challenge Edith Lucie Bongo Ondimba prévue au Cameroun du 8 au 18 juin prochain. Écoutez Jean-Patrice Pamba au micro de Donald Goma. Nous sommes à 2 jours de la fenêtre internationale. C'est la période la mieux indiquée pour nous, pour mieux affûter nos armes avant d'aller faire la mise au vert ailleurs.
Nous avons tenu, excusez-moi, une première partie, et la deuxième partie, c'est ce que je viens de dire, du 11 au 25, donc la journée IHF qui permet à toutes les joueuses qui ont des compétitions avec leur pays de rejoindre les nations pour se préparer pendant 10 jours afin qu'ils repartent dans leur club respectif, continuer le championnat avant que nous nous retrouvions encore pour la mise au vert pour jouer les matchs, les matchs test avant d'aller à la compétition. Mais ce que je sache, jusqu'au moment où on vous parle, nous sommes prêts, nous la fédération, nous sommes prêts. On a déjà sollicité les libérations des joueurs dans leur club, ça a été déjà fait, c'est-à-dire que c'est par leur club, avec l'imposition de l'IHF. Et nous avons déjà fait les permissions. Il nous reste qu'à envoyer les billets aux athlètes pour venir à Brazzaville lundi afin que nous puissions commencer ce stage. Donc là où on ne joue pas, on n'a pas encore la certitude que ces enfants la viennent. Et c'est vraiment une désolation totale. Si l'État ne met pas les moyens, si le ministère ne met pas les moyens à la disposition des fédérations, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de préparation. Donc nous évitons d'arriver à ces genres de préparation où on bricole avec les joueurs locaux. Là même, le transport, les enfants repartent chez elles, on ne sait pas ce qu'elles mangent, ce qu'elles boivent là-bas, on ne sait pas comment elles dorment. C'est pour ça que nous avons voulu profiter de cette fenêtre internationale pour les loger avec les autres de la diaspora, de façon à ce que le brassage se fasse correctement pendant 10 jours. En ajoutant ce que nous avons fait déjà dans la première préparation, afin que nous puissions déjà avoir une idée de l'équipe qui ira à l'étranger pour la mise au vert. Et la conséquence, c'est que les filles de la diaspora vont repartir, on risque de retomber dans des travers où on les aura certainement à 3 jours de la compétition, il n'y aura pas de cohésion. On va avoir une équipe qui va jouer à 2 vitesses, donc ceux qui sont préparés localement et ceux de la diaspora. Il n'y aura pas une véritable cohésion, donc chacun va jouer à sa manière et les résultats ne suivront pas. Enfin, moins de 2% de la population de l'Afrique est vaccinée jusqu'ici, alors que la guerre du leadership fait rage sur l'échiquier international entre grandes nations productrices du vaccin anti-Covid-19. La République du Congo, avec 5 millions d'habitants, compte vacciner 60% de sa population, partagée entre le mécanisme COVAX de vaccination de l'OMS d'un côté et les vaccins chinois et russes de l'autre. L'Afrique serait-elle devenue le terrain de prédilection de la diplomatie vaccinale liée au Covid-19? Élément de réponse dans les 4 vérités de l'édito de la rédaction avec William Nko-Zinik. Plus que le réchauffement climatique, le sujet qui divise les grandes puissances aujourd'hui est celui lié à la diplomatie vaccinale due au Covid-19. Il s'agit de produire et de distribuer au reste du monde le vaccin anti-Covid. En la matière, qui fait mieux entre la Chine, les USA, la Russie, l'Europe, aux côtés desquels il faut annexer quelques pays émergents et quelques autres pays audacieux comme le Cuba. L'Afrique, bien souvent absente ou spectatrice dans les grands sujets planétaires, a compris cette fois-ci l'intérêt du sujet et s'essaye tout de même à une faible production des doses vaccinales de l'ordre de 0,1% de toute la production mondiale. À peine 0,2% des doses mondiales lui sont allouées pour l'heure, alors qu'elles constituent 17% de la population mondiale, ce qui correspond à une couverture vaccinale de l'ordre de 1,7% de sa population. Sur 100 milliards et 200 millions d'habitants, moins de 20 millions de sa population sont vaccinés. Et dans cette Afrique se trouve le Congo, qui a eu la grâce du ciel de s'en tirer à bon compte jusqu'ici. La campagne vaccinale qui vient d'être lancée en République du Congo a été bien accueillie. Les autorités au plus haut niveau ayant donné l'exemple, comme pour dissiper les rumeurs surréalistes sur les effets secondaires qui habitaient les esprits de la population. Il y a plus d'engouement et d'adhésion à cette campagne vaccinale anti-Covid-19 à la grande satisfaction des autorités du pays. Seulement, l'objectif de couvrir 60% de la population qu'annonçait le président de la République, Denis Sassou Nguesso, paraît encore utopique à atteindre au regard du défi logistique et de la disponibilité des doses vaccinales que présente l'opération de vaccination anti-Covid-19 en République du Congo. En attendant, la disponibilité des doses de vaccins du mécanisme COVAX que prône l'Organisation mondiale de la santé,
le Congo s'est entouré des bons soins, des doses des vaccins chinois et russes, Sinovac et Sputnik, comme on les appelle, qui sont bien tolérés par les premiers vaccinés et semblent être bien acceptés. On parlerait aussi du vaccin cubain. Au-delà de la guerre du leadership entre les grandes nations productrices du vaccin, notamment entre les pays communistes d'un côté et les pays occidentaux de l'autre, le Congo a fait le choix de la raison, celui de prendre le vaccin disponible et mieux adapté aux Congolais, quoi que l'on dise, comme pour parer au plus pressé. La question, maintenant que l'inquiétude mondiale porte sur la disponibilité des doses à l'avenir, est: ne faut-il pas élargir à l'ensemble de la population congolaise tout entière et rendre obligatoire le vaccin anti-Covid-19 maintenant que les doses sont disponibles et gratuites? Lorsqu'on connaît l'importance d'une population en bonne santé pour contribuer au développement du pays et la virulence de la pandémie, avec désormais ses capacités de mutation encore non maîtrisées, la réflexion vaut la peine d'être mise sur la table des experts et décideurs congolais. L'Afrique qui est présentée comme le continent de l'avenir, si elle veut atteindre ses environ 5 milliards d'habitants d'ici la fin du siècle, pour devenir le continent le plus peuplé du monde, a intérêt à rester en bonne santé, en commençant par éviter maintenant d'être décimé par la Covid-19. Pour ne pas ajouter au bilan macabre de l'esclavage, de la colonisation, des guerres fratricides, de la malgouvernance, des famines et autres épidémies à répétition, celui de la Covid-19, l'Afrique, le Congo avec, se doit de se réinventer une nouvelle gouvernance gagnante qui passe par le choix du meilleur pour sa démographie sans cesse galopante. L'Afrique, tout comme le Congo, dans cette bataille contre le Covid-19, aura-t-elle les moyens de ses ambitions? Qui vivra, verra. Et c'est la fin de ce journal magazine. Merci de votre aimable attention. Ne nous quittez pas, la revue de presse est dans quelques instants avec Evra Tikasumba. Ce journal des journaux, la revue de presse de ce dimanche s'articule autour des journaux suivants: Polélé Polélé, Le Patriote, La Semaine africaine, Le Troubadour et les dépêches de Brazzaville. L'entrée de jeu, on va prendre les dépêches de Brazzaville. Le sujet de l'élection reste d'actualité, Tikas. Oui, tout à fait, Crécy. Alors, le 7 avril, le sujet a fait la une des journaux. Les dépêches de Brazzaville, lui, a titré à sa une présidentielle du 21 mars. La Cour constitutionnelle confirme la victoire de Denis Sassou Nguesso. Oui, Crécy, donc candidat à sa propre succession, Denis Sassou Nguesso a obtenu 1 539 725 voix, soit 88,40% du suffrage exprimé, remportant ainsi l'élection dès le premier tour, selon les résultats définitifs proclamés le 6 avril par la Cour constitutionnelle, pointe les dépêches de Brazzaville au lendemain de l'audience à la Cour constitutionnelle qui avait examiné les requêtes des candidats de l'opposition déposées respectivement par Mathias Nzon et Jean-Jacques Serge Yombi et aussi Christian Mozoma. Selon le quotidien, les résultats définitifs connaissent en effet une légère baisse par rapport aux résultats provisoires publiés le 23 mars dernier par le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation qui donnait Denis Sassou Nguesso vainqueur avec 88,57%. Le confrère poursuit et relate que comme en 2016, le président réélu est suivi de Guy Brice Parfait Kolela, décédé le lendemain du scrutin, qui a obtenu 138 561 voix, soit 7,96%.
La semaine africaine, de son côté, renchérit Denis Sassou Nguesso réélu. Selon les résultats définitifs rendus publics par la Cour constitutionnelle, il a été déclaré vainqueur avec 88,40% des voix. Selon ce hebdomadaire d'information, l'audience relative au contentieux de l'élection du président de la République des 17 et 21 mars 2021 s'est déroulée mardi 6 avril dernier au siège de la Cour constitutionnelle sous la direction du président de cette institution, Auguste Iloki. Denis Sassou Nguesso a été déclaré officiellement vainqueur de l'élection présidentielle des 17 et 21 mars avec 88,40% des voix, renchérit la semaine africaine qui poursuit et rapporte que les requêtes en annulation et report de cette élection introduites par Mathias Nzon, Yombi Opango Jean-Jacques Serge et Mosoma Christian ont été jugées irrécevables. Présidentielle de 2021, la presse nationale arrache les félicitations du régulateur Philippe Mvo. C'est un titre du journal Le Patriote. Les médias nationaux ont comblé donc les attentes du Conseil supérieur de la liberté de communication, bien que tout n'ait pas été parfait à en croire Le Patriote. Selon ce journal, cet organe que dirige Philippe Mvo a reconnu dans le point de presse qu'il a animé le 2 avril 2021 que si les portes de la presse ont été largement ouvertes aux candidats, certains d'entre eux, en revanche, ont préféré les réseaux sociaux aux médias publics et privés nationaux. Le Patriote rapporte qu'au cours de ce point de presse, qui avait valeur de restitution, le président Philippe Mvo a félicité les communicateurs pour avoir travaillé selon les règles de l'art pendant cette période extrêmement sensible. Poursuivant cette revue de presse, la nomination en perspective du futur Premier ministre, Clément Mwamba conservera-t-il son fauteuil? S'interroge Polélé. Oui, Chrissy, selon ce journal, les noms de certains cadres et autorités politiques de la République ne cessent d'être cités comme challengers au poste de Premier ministre. C'est le cas de Anatole Coliné Makosso, Adelaide Mourani, Claude Alphonse Silou, Rigobert Mabundu, Émile Wosso ou encore Pierre Mabiala qui, selon certaines indiscrétions, remplissent les critères administratifs et politiques pour ce poste, pointe Polélé. Le confrère poursuit et fait un clin d'œil sur le parcours du Premier ministre Clément Mwamba, disant « Seulement le parcours de Clément Mwamba, son expérience et son apport à ce poste, alors que le Congo traversait la période la plus sombre de son histoire sur le plan économique, est un atout non négligeable qui pourrait jouer en sa faveur. » En attendant la publication d'un nouveau gouvernement, beaucoup de ministres ont perdu leur sommeil. S'exclame le troubadour. Oui, Chrissy, après la réélection de Denis Sassou Nguesso à la présidentielle de mars 2021, les membres du gouvernement on s'en réduit donc aujourd'hui à expédier les affaires courantes, à en croire le troubadour. Selon ce journal, la plupart d'entre eux ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés demain. Le confrère poursuit et relate qu'après avoir été habitués aux privilèges de la fonction ministérielle pendant 5 ans, certains n'envisageaient pas une vie hors du gouvernement, d'où leur angoisse. On va terminer avec le sport éliminatoire aux Coupes du Monde 2022. Les Diables Rouges de nouveau dans les collimateurs du Sénégal. Dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde qui va se jouer au Qatar en 2022, les Diables Rouges du Congo sont logés dans le groupe H avec le Sénégal, tête de série, le Togo et la Namibie, des adversaires que les Diables Rouges connaissent bien, à en croire les dépêches de Brazzaville. Selon le quotidien, les Congolais débutent la campagne à Windhoek entre les 5 et 8 juin contre la Namibie. Les Diables Rouges et les Braves Warriors se sont affrontés pour la dernière fois lors des pré-éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2015. Le confrère se souvient de cette double confrontation et écrit « Le Congo s'était incliné à Windhoek 0 but contre 1 avant de prendre sa revanche à Pointe-Noire 3 buts à 0. » Merci beaucoup Eva Chikasumba pour toutes ces précisions. C'est par ici que nous bouclons cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous et restez scotchés à nos programmes sur DRTV.